Ouais, la séance est ouverte. Monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, monsieur le conseiller agricole, messieurs les présidents, mesdames et messieurs, merci. Merci d'être si nombreux. Merci, monsieur le ministre, de venir à notre rencontre, de venir visiter notre chambre. On m'a demandé de dire un mot bref, parce que c'est vous que nos membres sont venus écouter ce matin. La salle est comble, d'ailleurs. On m'a demandé de dire un mot, donc je vais présenter rapidement notre chambre de commerce. Notre chambre a fêté l'année dernière ses 25 ans, bien qu'il y ait débat sur l'âge réel de notre chambre. Dans un livre de Malraux qui décrit le Shanghai des années 20, il y avait déjà une chambre de commerce avec un président, le président Faral, qui était la personnalité française la plus puissante de Shanghai à l'époque, même plus puissante que le consul général. Ce temps-là est révolu. Le consul n'est pas là ce matin. Ce temps-là est révolu. La rue en face s'appelait la rue Ratard, nom français, du nom d'un consul général. Et l'avenue un peu plus loin s'appelait l'avenue Joffre. Ça, c'était l'époque des années folles. Revenons au présent. Notre chambre reste une chambre importante, 90 ans après, avec 1600 membres. C'est la seconde chambre de commerce à l'étranger au monde, derrière la chambre marocaine, pour des raisons historiques. Notre nombre de membres a cru d'un tiers sur les 10 dernières années. Donc, c'est une communauté d'affaires très dynamique. Notre chambre est représentative de la communauté d'affaires française présente en Chine. On estime à 2500 implantations totales françaises en Chine. Si on regarde un peu la typologie de nos membres, un tiers sont dans les services, un quart sont dans l'industrie, et l'agriculture et la consommation et la distribution représentent à peu près 16%. Et on voit que la typologie de nos membres, finalement, épouse les évolutions de l'économie, les transformations de l'économie chinoise. Sur les emplois, la présence française représente à peu près plus de 700 000 emplois en Chine. D'après certaines sources, on serait même le premier employeur européen en Chine, et à comparer bien sûr avec les 50 000 emplois créés par les sociétés chinoises de France, basées en France, et il y a à peu près 500 entreprises chinoises en France à comparer à nos 2500 implantations. Donc, quand on parle de vague chinoise en France, c'est plutôt dans l'autre sens, en fait, qu'il y aurait une vague. L'investissement français en Chine, aux alentours d'une vingtaine de milliards d'euros, 2 fois plus que l'investissement chinois en France. Et le chiffre d'affaires des entreprises françaises en Chine annuel, aux alentours d'une centaine de milliards d'euros, 4 à 5 fois les exportations françaises vers la Chine, à comparer à la cinquantaine de milliards d'exportations chinoises vers la France. Donc, à la Chambre, on a la conviction que le commerce et les échanges ne se réduisent pas à une balance commerciale. C'est bien plus, c'est de l'investissement, ce sont des emplois, ce sont des chiffres d'affaires par les implantations locales, réalisées par les implantations locales, et ce sont aussi les coopérations. Il y a beaucoup de coopérations à différents niveaux entre la France et la Chine. Des coopérations scientifiques. On a salué le lancement réussi du satellite océanographique la semaine dernière. Des coopérations dans le secteur de la santé. Des coopérations universitaires. Beaucoup de nos écoles ont des campus ici en Chine. Et bien sûr, des coopérations dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Nous avons à la Chambre persuadé justement que c'est avec ces échanges-là qu'on encourage le commerce et l'industrie. Nous avons réalisé 400 événements sur les 12 derniers mois et coordonné plus de 100 groupes de travail et clubs. Je vais en citer juste quelques-uns. On a des groupes de travail digital, e-commerce, construction, environnement, santé, finance, R&D, PME, entrepreneurs, marketing, un groupe de travail CFO, également des clubs, et bien sûr, un des clubs les plus populaires, et je ne dis pas ça parce que vous êtes là, monsieur le ministre, c'est le club agriculture
et agroalimentaire. Je laisserai Alban, les coordinateurs, Yann et Hervé vous présenter ce club dans quelques instants. Notre chambre sur les 4 villes, Pékin, Shanghai, Canton et Shenzhen, c'est aussi 70 bureaux pour des domiciliés et 180 postes de travail, au sein desquels on a accueilli de nombreuses sociétés dans l'agroalimentaire. Je vais aussi en citer quelques-unes. On héberge notamment Isigny Satmer dans nos bureaux, Nexira dans les additifs et arômes alimentaires, Eurial, produits laitiers bio, des beaux produits bio, Paysans Bretons, qu'on ne présente plus, encore Quelly, qui est un poissonnier. Toutes ces sociétés bénéficient de la premiumisation des classes moyennes chinoises, et on le voit tous les jours, et qu'à aller au coin de la rue chez Joël Robuchon et faire la queue le week-end pour y déguster un high tea. Une fois que ces sociétés qui sont hébergées chez nous ont une compréhension suffisante du marché chinois, elles s'envolent de leurs propres ailes sur le marché chinois. Donc, on sert à la chambre d'incubateur. Pour les sociétés qui n'ont pas les moyens d'avoir une présence, on a des commerciaux à temps partagé. Je vais citer quelques entreprises dans l'agroalimentaire. Certains de nos commerciaux à temps partagé représentent notamment Augeux, qui est une société dans les eaux minérales des Pyrénées, ou encore, alors je vais massacrer le nom, un vin alsacien qui s'appelle Klingenfuss. Pardonnez la prononciation. Bon, je ne citerai pas toutes les entreprises, nos membres m'en excuseront. On réalise tous ces travaux, toutes ces initiatives, tous ces services à la Chambre dans des conditions financières de rentabilité totale. À la Chambre, on ne coûte pas 1 euro aux contribuables. On va même cette année battre les records historiques de rentabilité. Alors, je ne remonte pas aux années 20 de Malraux, je remonte à l'histoire récente de la Chambre de commerce. Donc voilà, Monsieur le Ministre, on reste bien sûr, l'ambassade de France le sait, vos services le savent, à la disposition du pouvoir public pour poursuivre, approfondir les différentes coopérations. Et juste un mot, je crois que je peux parler au nom de la communauté française pour remercier votre ministère, remercier l'ambassade, remercier vos services. Grâce à vous, la vache française n'est plus folle. On va enfin, et on peut déjà, on me dit, déguster un bœuf français dans nos assiettes. Donc voilà, on vous remercie et bienvenue encore une fois en Chine. Voilà, merci. Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour Monsieur l'Ambassadeur, bonjour à vous tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui au sein de ce groupe agriculture et agroalimentaire pour ce discours en fait sur les états généraux de l'alimentation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alban Renaud, donc je suis avocat. Je travaille pour un cabinet qui s'appelle Adamas. Je suis spécialisé dans l'agriculture et l'agroalimentaire. Et nous avons créé avec Yann Morel et Hervé Martin ce groupe de travail. La raison en fait pour laquelle nous avons mis en place ce groupe de travail, c'est que nous avions fait un constat, c'est qu'il n'y avait pas de plateforme pour les entreprises françaises du secteur pour pouvoir échanger en fait sur les problématiques qu'elles pouvaient rencontrer en Chine sur l'ensemble en fait du secteur agriculture et agroalimentaire. Et notre idée était finalement de réunir l'amont du secteur, l'aval, et d'y ajouter le juridique pour échanger en fait et partager nos expériences et échanger sur les problèmes que nous pouvions avoir ensemble. C'est d'autant plus important que nous sommes dans un secteur où les entreprises ne sont pas uniquement dans les grandes villes, mais où elles sont réparties dans les provinces, et qu'à ce titre, la réglementation chinoise ne s'applique pas toujours de la même manière, qu'on est face à des situations qui peuvent être un peu compliquées, qu'on avait besoin justement d'échanger et de partager sur ces différents éléments. À ce titre, nous essayons de faire venir en fait différents intervenants pour avoir des problématiques croisées. Nous avions eu des interventions par exemple sur la chaîne du froid, sur les semences, sur la filière porcine en Chine, sur les filières qualité. Et nous essayons de discuter pour voir finalement quels sont les problèmes que nous rencontrons, comment est-ce que nous pouvons les résoudre, mais également les bonnes pratiques que nous avons pu rencontrer et mettre en place. Par ailleurs, nous sommes en lien avec les services de l'ambassade, notamment à Pékin, afin de pouvoir échanger sur les thématiques qui pourraient être d'actualité ou sur les points spécifiques qui valent la peine en fait, d'être soulevés et sur lesquels il faut informer en fait, nos différents membres. D'un point de vue un peu plus juridique,
Les sujets que nous abordons et sur lesquels nous échangeons concernent notamment la traçabilité, ce qu'on appellerait, je dirais, la Food Safety Law ou la loi sur la sécurité alimentaire, les problématiques en matière sanitaire, également les problématiques en matière environnementale. Et nous en avons en fait un certain nombre concernant les fermes, avec les problématiques liées au rejet, mais également les unités de transformation. Également, un sujet qui est très important dans le secteur concerne la responsabilité des dirigeants et des employés, puisque nous avons eu à un certain moment, en fait, je parle encore de problématiques, mais effectivement des soucis assez importants ici, même sur Shanghai. Et c'est vrai que c'est une question qui est toujours mise en avant en termes de responsabilité d'entreprise. Et de manière plus générale, quand même, nous abordons des sujets comme la protection de la propriété intellectuelle et du savoir-faire français lorsqu'il est mis en place ici, parce que c'est souvent important de rassurer notamment les membres des grandes coopératives agricoles françaises lorsqu'elles investissent en Chine pour savoir que leur savoir-faire est correctement protégé. Des problématiques en termes d'implantation. En Chine, nous pouvons nous implanter directement en filière à 100%, mais régulièrement aussi par le biais de partenariats et également l'ouverture de bureaux de représentation. Et malgré toutes ces années d'expérience, je suis toujours un peu surpris de voir effectivement que même pour l'ouverture de bureaux de représentation, de choses assez simples, nous avons parfois toujours des blocages. Enfin, nous parlons également de problématiques liées à la terre et de la mise à disposition des terrains, puisqu'en Chine, nous ne sommes pas propriétaires des terrains. Il existe un droit d'usage et le terrain va être concédé pour une certaine période. Et se pose toujours la question finalement de qu'est-ce qui va se passer une fois que ce délai est écoulé et est-ce que finalement l'entreprise pourra conserver ces terrains ou pas. Et dans le secteur agricole ou dans l'élevage, c'est une nécessité de pouvoir conserver une durée assez importante les terres. Il y a des sujets sensibles également sur l'accès au marché. En matière d'accès au marché, je dirais qu'il y a l'ouverture du marché, comme ça est le cas pour la viande de bœuf. Nous avons aussi des secteurs qui sont restreints. Je pense particulièrement aux semences, où le marché est en partie ouvert, mais où tout le monde ne peut pas faire ce qu'on veut avec les semences importées. De même, nous évoquons toutes les difficultés liées à l'importation, à la distribution des produits, mais surtout aussi au rapport vis-à-vis des consommateurs, car au final, ce sont eux qui peuvent avoir des difficultés ou des problématiques qu'ils souhaitent évoquer. Et on a un distributeur Carrefour ici qui interviendra tout à l'heure pour évoquer aussi certains points. Mais notre groupe de travail, si vous voulez, ne serait pas aussi efficace si on ne pouvait pas échanger avec les entreprises du secteur. Ces entreprises, elles-mêmes apportant leurs connaissances techniques et leur savoir-faire. Et je vais passer du coup la parole à Yann Morel de la Coper. Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour Monsieur l'Ambassadeur, Messieurs les conseillers, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs, chers amis. Alors, je m'appelle Yann Morel et je suis le responsable des intérêts et du développement du groupe Coperl en Asie. Donc Coperl, pour ceux qui ne connaissent pas, est une coopérative française leader sur toute la filière de production porcine. Alors merci Alban pour cette possibilité qui m'est offerte d'exprimer à nouveau l'intérêt des échanges, des comparaisons et des partages d'expériences que nous a offert ce groupe. Donc, ils ont été bénéfiques. Sans revenir sur les raisons qui nous ont poussé à la création de ce groupe de travail, je voudrais revenir sur l'objectif premier. Donc, l'objectif premier qui était donc de bien comprendre les marchés, la taille de ce marché, la localisation, la croissance, la compétition, quelle était la compétition, mais surtout, quelles étaient les spécificités de ce marché, afin de pouvoir adapter nos modèles économiques en fonction de ces marchés. Alors, je rappelle également que nous avons monté ce groupe alors que la Chine souffrait de différents scandales alimentaires. Vous avez appris il y a quelques années, et qu'il était donc nécessaire de mieux comprendre les mutations du marché, donc comment nous, on allait pouvoir se structurer en fonction. Alors, quelles informations en avons-nous tirées? Nous en avons tiré principalement 4 informations. La première, un besoin de sécurité alimentaire, donc d'une transformation des modèles de production, un besoin d'une traçabilité, et ce, sur toute la chaîne de production, en limitant autant que possible les intermédiaires, qui étaient un problème et qui sont toujours un problème en Chine. Un besoin de lier les différents maillons de la chaîne, de la génétique jusqu'au produit fini. Alors, quand je dis de lier les différents maillons de la chaîne, je veux dire par là qu'il n'y a pas de montée en gamme, parce que c'est un petit peu le but
tous, nous voulons monter en gamme. Mais il n'y a pas de montée en gamme possible si l'éleveur, et c'est le cas en France quelquefois, et c'est le cas beaucoup plus en Chine, si l'éleveur est la barrière d'ajustement des fluctuations du marché. Quand je parle de fluctuations du marché, je parle du prix des intrants, je parle du prix de la main-d'œuvre. Donc, il ne faut pas que ce soit l'éleveur qui soit la barrière d'ajustement. Autrement, impossible de faire de la qualité. Enfin, le besoin d'une prise en considération des attentes du consommateur. Ça, c'est important en Chine. Et ce, de l'amont à l'aval. Donc, à une échelle de valeur un peu différente. Ces 4 points, je pense que Monsieur le ministre l'a remarqué, ressemblent étrangement aux 4 points énoncés en juin par notre président sur les états généraux de l'alimentation. Donc, en fait, la Chine n'est absolument pas décalée du reste de l'Europe, et en tout cas de nos problèmes. Alors, certainement que ce travail avec ces 3 points d'appui, je rappelle, donc l'amont pour ma part et les sociétés qui travaillent dans l'amont, l'aval pour Hervé Martin du groupe Carrefour et les sociétés qui travaillent dans l'aval, et cette partie juridique avec Alban. Donc, ces 3 points d'appui nous ont vraiment permis d'avancer dans nos analyses de marché. Alors, je n'irai pas plus loin dans l'analyse des avantages du club. Nous sommes tous venus ici, de toute façon, pour écouter Monsieur le ministre. Donc, Monsieur le ministre, c'est donc avec une grande fierté pour notre club agro et un grand honneur pour moi-même de vous recevoir ici, dans les locaux de la CCIFC, qui nous a permis d'exister et de nous développer. Monsieur le ministre, c'est un grand plaisir, je vous passe la parole. Bien, mesdames et messieurs, messieurs les présidents, monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs les conseillers, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, chers amis, merci. C'est moi qui ressens un grand honneur de m'exprimer devant vous ce matin à la Chambre de commerce et d'industrie et vous remercier d'être venus si nombreux pour cette rencontre à la fois amicale, officielle, bref, et d'échanger. Et on m'a demandé de parler des états généraux de l'alimentation. Mais comme vous l'avez demandé, je ne vais pas commencer par cela, puisque je voudrais faire 2 ou 3 points de contexte. D'abord, des relations entre la France et la Chine, qui sont importantes sur tous les plans, sur le plan agricole, mais sur le plan politique, sur le plan économique. Les relations entre nos 2 pays sont bonnes. Le président de la République, Emmanuel Macron, était là en début d'année. Un certain nombre de dossiers ont pu être évoqués et avancés. Il y aura vraisemblablement d'autres rencontres au cours de l'année 2019, des échanges entre nos 2 présidents, et cela permettra de renforcer encore les liens d'amitié qui unissent nos 2 pays et de montrer combien la France, et je dirai un mot sur l'Europe dans un instant, et son implantation en Chine, et vous en êtes la réalité vraie, là j'allais dire la réalité augmentée, combien la présence en Chine des Français depuis des décennies maintenant est forte dans tout un tas de domaines, et notamment dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Nous avons besoin de discuter, de négocier avec la Chine pied à pied, dossier par dossier. Les choses avancent et en même temps, nous savons très bien que les contraintes administratives, que des ouvertures annoncées qui ne se font pas immédiatement posent un certain nombre de soucis dans nos relations commerciales, dans nos relations économiques. Mais comment parler de la relation entre la France et la Chine sans évoquer la situation de l'Union européenne ? Dans le cadre de ce qui est en train de se passer dans le monde, où le multilatéralisme est mis en cause par un certain nombre de puissances, et notamment par le président américain, au moment où l'Europe rencontre des crises, l'Europe a été traversée depuis des décennies par des crises, mais des crises aujourd'hui sans précédent qui peuvent mettre à mal l'histoire même et l'essence même de l'Europe, avec les populistes et les extrémistes qui dirigent de nombreux pays, dernièrement l'Italie, mais je veux parler de la Pologne, je veux parler de la Hongrie. D'ailleurs, j'ai remarqué que hier matin, aussi à Haïi, la seule parole européenne a été portée par Viktor Orban. Il ne parlait pas au nom de l'Europe, mais enfin, c'est la seule parole européenne, ce qui doit nous faire réfléchir dans notre relation. Et je dis ça parce que l'Europe doit être encore plus forte. Elle doit être encore plus forte pour aborder ces défis-là du multilatéralisme, pour faire entre les grandes puissances comme la Chine, comme la Russie, comme les États-Unis d'Amérique et les puissances du Sud, doit être le pôle de stabilité. Or, ça a été dit avant moi par tout un tas d'éminences, l'Europe est un nain politique. Et c'est presque même un petit nain économique.
et le développement que nous devons porter aujourd'hui, qu'il n'y a aucune autre possibilité, c'est d'assumer que la France demeure un pays pro-européen, que la France doit être le moteur d'une Europe humaine, sociale, économique qui se développe. La France doit être le pôle de stabilité en Europe. Et si nous arrivons à faire cela, l'Europe doit affirmer dans les mois et les années qui viennent sa place prédominante dans ce multilatéralisme et dans cet équilibre des puissances. Or, les élections européennes qui arrivent dans quelques mois peuvent être des élections européennes, et je ne vais pas parler politique évidemment, mais peuvent être des élections européennes qui peuvent mettre à mal cet équilibre. On ne sait pas ce qui sortira de ces élections. Mais avec les nouveaux traités qui indiquent que le président de la Commission doit sortir du parti majoritaire du Parlement européen, ça peut poser un certain nombre de difficultés. Et donc, je voulais parler de cela avant parce que sans évoquer la situation de l'Europe, ce n'est même pas la peine de parler de nos États généraux. Et j'en viens au deuxième point qui fait que nous avons fait cette loi des États généraux et la loi, mais en agriculture comme dans d'autres domaines, mais surtout en agriculture. Penser que seule la France peut avancer et changer de modèle, c'est totalement se tromper. Bien sûr que nous sommes les meilleurs du monde. D'abord en foot, nous avons gagné. Bon. Mais, et les Français sont tellement chauvins qu'ils se croient toujours les seuls au monde, les meilleurs du monde et les seuls au monde. Or, si nous sommes les meilleurs du monde, nous pouvons peut-être nous accorder là-dessus, nous ne sommes pas seuls au monde. Et vous, mieux que quiconque, le savez. Et c'est la raison pour laquelle ce qui va se passer dans les mois qui viennent pour mon secteur, et notamment la réforme de la politique agricole commune, va être essentiel pour l'avenir de l'agriculture en Europe, de l'agriculture en France et de notre modèle. Aujourd'hui, la politique agricole commune, c'est 9,7 milliards, 9,5 milliards d'euros que touche la ferme France en aide directe ou en aide indirecte. Et cette politique agricole commune va être soumise à des turbulences terribles. Parce que quand les chefs d'État et de gouvernement et quand la Commission vont commencer à discuter, comme ils l'ont fait, sur les enjeux, nous ici, et vous et moi, on va dire, mais l'agriculture est prioritaire. Oui, mais il y a un certain nombre de chefs d'État qui vont dire non. C'est le dossier des réfugiés et des migrations qui est prioritaire. Et là, il faudra mettre beaucoup d'argent. C'est le dossier de la recherche et de l'enseignement supérieur. J'ai vu tout à l'heure la directrice du lycée, et c'est une priorité. C'est le développement économique et la puissance économique européenne face au monde. C'est une priorité. Oui, mais alors vous savez très bien, vous qui êtes des chefs d'entreprise, que lorsqu'on fait pour nous un budget, pour vous, vous essayez de regarder vos chiffres d'affaires, on sait très bien que s'il y a 10 priorités, il n'y en a aucune. Et que les choix qu'il faudra faire seront énormes. Et notamment, la France a déjà refusé, avec 19 pays européens, dans l'accord de Madrid, passé par mon prédécesseur, Stéphane Travert, que je veux saluer, parce que moi, je n'oublie pas que je ne suis là que depuis 18 ou 19 jours ou 20 jours. Hein. Enfin, pas ici depuis 2 jours, mais au ministère depuis 20 jours. Et je n'oublie pas que malgré le fait que la France et d'autres pays aient dit non à la Commission, hors de question de diminuer de 5%, comme c'est présenté la nouvelle maquette de la politique agricole commune, nous savons que ça sera très difficile. Très difficile. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'une Europe forte, d'une Europe intégrée et d'une politique agricole commune intégrée, qui ne peut en aucun cas être 3 chèques par-ci, par-là dans des pays et chacun fait sa politique, mais bien au contraire. Parce que si nous voulons exister, ce n'est pas en France, ce n'est pas en Espagne, ce n'est pas en Allemagne, mais c'est l'Europe et le modèle européen face aux grandes puissances que nous devons affirmer. Et donc, pour ce modèle européen, c'est mon 3e point d'introduction. Je fais une introduction plus longue que mon propos, peut-être, mais c'est très important parce que je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Nous devons nous appuyer sur le modèle français, qui est un modèle fort en agriculture. Il ne faut jamais oublier que après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, on demandait aux paysans français de nourrir la France, mais de nourrir l'Europe. Ça a été ça l'enjeu de l'après-guerre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu une agriculture productiviste qui a produit, qui a utilisé des intrants, des phytosanitaires, etc., qui s'est développée avec des grosses machines et puis des fermes et des exploitations les plus larges possibles parce qu'il fallait nourrir l'Europe. Mais aujourd'hui, les choses sont différentes. Mais ce modèle agricole
Ce modèle de l'économie agricole, nous devons en être fiers et le conserver. Contrairement à ce qui peut se passer ici ailleurs, le modèle de notre économie agricole s'appuie sur des agricultrices et des agriculteurs, sur des fermes, sur des petits producteurs comme sur les plus grands. Et le modèle de nos coopératives, la Coopère en est un bel exemple, mais beaucoup d'autres ont permis aux petits agriculteurs français de rester sur leur petite exploitation de 15 hectares, 20 hectares, 30 hectares, mais dans le cadre de la coopérative, de s'assurer d'un certain nombre de revenus et de s'assurer de la vente de ces produits. Or, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que les paysans ne vivent plus de leur travail. Les paysans, pour la plupart, touchent plus d'aides publiques de la PAC ou de l'État que de recettes liées à la vente de leurs fruits, de leurs légumes, ou d'autres produits. Et c'est de là que vient toute notre difficulté et sur laquelle les États généraux essaient d'inverser. Et par rapport aux transitions que vous évoquiez, moi je pense que la France veut insister sur les 4 transitions essentielles à l'agriculture et qui sont liées aux transitions que l'Europe doit mettre en place et que je défendrai dans le cadre de cette négociation. La première transition, c'est évidemment la transition économique. Je le disais à l'instant, aujourd'hui, les agriculteurs ne vivent plus de leur travail. 400, 450 euros, 500 euros par mois, beaucoup de suicides, de désespérance. À part Karine Le Marchand, les agriculteurs globalement ne se marient pas. Karine Le Marchand arrive à en faire marier, mais enfin, donc des situations familiales importantes. C'est très sérieux, je le dis un peu en souriant, mais c'est très sérieux tout cela. Donc il faut repenser aussi cela. Et donc cette transition économique, c'est ce que nous avons essayé de faire dans le cadre des États généraux, avec l'inversion de la construction du prix. Aujourd'hui, les paysans ne peuvent pas être dépendants, j'allais dire de leur coopérative. Non, parce qu'ils sont eux-mêmes les maîtres de leur coopérative, mais des industriels, des transformateurs et des grandes surfaces. Ce n'est pas possible. Et si on continue comme ça, on n'aura plus d'agriculture. Et donc, cette transition économique, elle est mise en place c'est un des premiers points, des points essentiels des États généraux de l'agriculture et de la loi des États généraux, la loi Egalim, c'est l'inversion de la construction du prix. On met des référentiels et on demande aux interprofessions de fixer le prix de base. Ce n'est pas simple, ça n'avance pas vite, je vais essayer de les bouger, mais c'est indispensable. Et il en est de même pour la négociation européenne. À l'échelle européenne, nous devons garder dans le premier pilier de la politique agricole commune les aides directes. Les paysans veulent vivre des revenus de leur travail et pas de subventions, mais enfin, si on enlève les subventions, et pour l'instant, ils ne vivront pas des revenus de leur travail. Donc, il faut absolument garder cette transition économique au niveau européen également et faire en sorte que les aides directes du premier pilier restent les plus fortes possibles dans le cadre d'une politique européenne sur laquelle chaque agriculteur dans chaque État peut percevoir. La deuxième transition, c'est évidemment la transition sociale. Et qui mieux que vous le voyez aujourd'hui? Et en Europe, la France a d'énormes difficultés pour être concurrent avec ses partenaires européens. Là, on peut dire, bon, on a du mal avec les fruits et les légumes avec l'Espagne, les pays du Sud, parce que les niveaux sociaux sont beaucoup inférieurs. Oui, mais aujourd'hui, qui nous taille de plus de croupières sur les légumes, par exemple, et y compris sur les fruits, c'est l'Allemagne. On va dire qu'en Allemagne, il y a plus de soleil qu'en France. Oui, mais ils utilisent des travailleurs détachés. Il n'y a pas de SMIC. Et donc, on a un problème. Et donc, il faut absolument se battre, et ça sera le deuxième argument sur lequel je me battrai, pour essayer de faire en sorte de combattre ce dumping social qui est mis en place en Europe. Ce sera le rôle des chefs d'État et de gouvernement, mais en agriculture, le dumping social nous est dévastateur. Les agriculteurs, l'agriculture française n'est plus compétitive sur ce qui faisait sa force il y a encore quelques années. Et donc là, il faudra vraiment y aller. De même qu'en France, la transition sociale doit permettre d'avoir plus de remplacements pour les agriculteurs qui peuvent partir en week-end, partir en vacances, élever des enfants. Il y a eu une convention qui a été signée entre Marlène Schiappa, la ministre des Droits des Femmes, et Stéphane Travert, mon prédécesseur, pour les congés de maternité pour les agricultrices. C'est très important. Ça, je dirais, ce sont les 2 transitions essentielles issues de la première partie des États généraux qui concernent notre agriculture française et européenne. Mais les 2 suivantes, qu'on le veuille ou non, que ça plaise ou non, elles sont irréversibles, peut-être irrationnelles pour certaines, mais elles viennent de la société, les fameux dossiers sociétaux contre lesquels nous ne pouvons absolument rien. Les réseaux sociaux et les applications de nos smartphones vont beaucoup plus loin que nous.
La troisième transition, c'est donc la transition vers l'écologie et l'agroécologie. La loi d'avenir de l'agriculture, de la forêt et de la pêche qui a été votée en 2012, 2013, 2014, je ne me rappelle plus la date exacte, amène cette transition vers l'agroécologie. On sait très bien qu'aujourd'hui, il est impensable d'opposer l'agriculture conventionnelle et l'agriculture bio. C'est absolument impossible. Moi, je veux être le ministre de l'agriculture productive qui produit, qui exporte, et je n'oublie pas que la balance du commerce extérieur de l'agriculture, c'est 6 milliards d'euros, 5,7 milliards, balance positive. N'oublions jamais cela. Et en même temps, parce que dans chaque intervention, il faut prononcer « et en même temps », c'est très bien, une agriculture de proximité, de circuits courts, d'approvisionnement local, de marché paysan, l'agriculture biologique que j'ai promue dans mon département, président d'un département. J'en avais fait le premier département bio de France, le premier département sans OGM. 50% des repas servis dans les cantines scolaires des collèges de mon département étaient en bio. Donc, il faut tenir cet équilibre. Et cet équilibre, il est indispensable. Et cette transition vers l'agroécologie, elle est inscrite dans la loi française. Elle est inscrite. Et donc, il faut avancer. Et c'est irréversible. Et donc, nous avons essayé depuis longtemps maintenant et depuis la loi d'avenir de faire en sorte que l'enseignement agricole français, qui est un joyau, qui est une pépite, qui a des résultats formidables, fasse en sorte que les jeunes qui rentrent dans ces établissements, on leur apprenne cette transition. Et une grande fierté, ce que nous avons fait hier avec la direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère, c'est de signer une convention avec le ministère de l'Agriculture chinois pour la formation des jeunes Chinois, justement sur l'agriculture en général, mais sur cette transition vers l'agroécologie. Demain, nos concitoyens vont nous demander encore plus de produits bio, encore plus de produits de circuits courts. Il faut pouvoir y répondre. Même si, je le dis bien, jamais on ne m'entendra opposer les deux agricultures parce que l'une ne va pas sans l'autre. Et aujourd'hui, je veux réaffirmer ici devant vous que les agriculteurs qui restent en conventionnel font des efforts sans précédent sur les bonnes pratiques agricoles. Aujourd'hui, on dépense 30% d'eau de moins qu'il y a 20 ans dans l'agriculture et la plupart dépensent moins de phytosanitaires, même si, je ne sais pas si vous avez regardé France 2 ou la presse ces derniers temps, on s'est aperçu que dans une étude récente qu'a fait le ministère, l'administration française fait toujours des études pour se faire taper dessus, donc c'est plutôt pas mal, mais fait une étude récente, mais c'est la transparence la plus totale. Ben, cette étude stipule que sur les 3 dernières années, la France a utilisé plus de produits phytosanitaires que sur les 3 années précédentes. Donc ce n'est pas possible. Donc on ne continuera pas comme ça. Et dans les jours qui viennent, je vais m'exprimer très fortement sur le sujet, parce qu'on ne peut pas avoir des lois, on ne peut pas avoir des grands objectifs qui sont partagés par tout le monde, partagés d'ailleurs par les agriculteurs, partagés par les COP et partagés par vous, mesdames et messieurs, et par les citoyens français, et en même temps constater que ce n'est pas suivi des faits. Ce n'est pas possible. Donc il va falloir que les interprofessions, il va falloir que les filières se remettent au goût du jour et travaillent différemment. Parce que si elles ne travaillent pas différemment, ben elles se feront tailler les croupières par la population. Donc cette troisième transition, qui est la transition vers l'agroécologie, elle est absolument indispensable. Et la quatrième, et vous l'avez évoqué, c'est la transition sanitaire. Aujourd'hui, nous devons rajouter cette performance dans tout ce que nous faisons. D'abord parce que la population française nous le demande, mais parce que la population européenne nous le demande, parce que la population du monde nous le demande et parce que la population chinoise nous le demande. Et les Chinois qui sont en plus de plus en plus attachés, j'en dirai un mot dans un instant, sur les règles sanitaires, font que cette performance, cette transition sanitaire, elle est indispensable. Nous devons assurer la traçabilité de nos produits, nous devons assurer la sécurité d'approvisionnement et nous devons assurer la qualité nutritionnelle des produits issus de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Et ça, c'est indispensable. Alors, il y a tout un tas d'applications qui sont faites sur les smartphones où les gens regardent en achetant un produit. C'est très bien. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ça. Ce n'est pas, excusez-moi, le petit bout de la lorgnette. C'est de faire en sorte que la ferme France, et plus largement la ferme européenne, mais c'est que la ferme France s'engage dans cette direction. Et je le dis à la fois en encourageant ceux qui le font, parce que c'est déjà bien parti. Moi, je suis optimiste dans cette direction. Mais il faut l'affirmer. Parce que si nous ne l'affirmons pas, alors il y en aura d'autres qui l'affirmeront à notre place. Et parce que nous sommes
le premier département agricole, le premier pays agricole en Europe. Parce que nous avons cette histoire, nous devons prolonger cette histoire. Donc voilà, moi, ce que je voulais vous dire dans ces sujets. Et les deux derniers, la transition agroécologique et la transition sanitaire, il faut que la PAC s'en saisisse. Il faut que l'Europe montre que ce n'est pas uniquement une Europe technocratique qui distribue de l'argent, mais que c'est une Europe qui est proche de son peuple, proche de ses habitants et qui peut faire avancer les choses. J'en viens maintenant aux 2 ou 3 sujets qui nous concernent avec la Chine et notamment, vous l'avez évoqué, la viande de bœuf. Oui, Alibaba, depuis aujourd'hui, vend de la viande de bœuf française. Comme ça, hein, si on nous avait dit ça il y a 10 ans, personne ne l'aurait cru. Hein. Bon, mais c'est comme ça. C'est Alibaba et c'est cette première tonne qui est arrivée hier ou aujourd'hui, enfin, qui est là, va être vendue assez vite, à mon avis, sur le site d'Alibaba. Ça a été un long combat, 17 ans d'embargo, 17 ans, avec des négociations diverses, diplomatiques. Les postes diplomatiques des ambassadeurs ont beaucoup travaillé. Et cet hiver, lorsque le président de la République est venu en Chine, avec le président Xi, ils ont annoncé cela. Et donc, l'ouverture pour la viande de bœuf est faite. La première tonne est arrivée. Mais sauf que nous en demandons encore plus. Parce que pour acheminer, pour amener de la viande de bœuf en Chine, il faut que cette viande de bœuf soit certifiée. Pour qu'elle soit certifiée, il faut qu'il y ait des abattoirs en France qui soient certifiés par les autorités chinoises. Or, si les autorités chinoises ne certifient pas des abattoirs, ben on aura du mal à amener de la viande de bœuf. Hein. Selon les règles, la viande, elle est élevée, abattue et sur place. Donc, pour l'instant, il y a 2 abattoirs qui sont certifiés, qui nous permettent d'avancer. Et nous avons une demande, je l'ai faite auprès du ministre de l'Agriculture. Je le ferai dans un instant, en fin de matinée, auprès du ministre des Douanes, parce que c'est lui qui compte aussi. Nous demandons vite qu'il y ait 5 abattoirs supplémentaires qui soient labellisés. Et si nous obtenons ça, ça a été fait, les autorités chinoises ont déjà regardé. Et si nous obtenons ça aujourd'hui, je suis optimiste, dans les jours qui viennent, monsieur l'ambassadeur, dans les semaines qui viennent, eh bien alors là, on passera d'1 tonne à 10 tonnes, à 20 tonnes, à 30 tonnes, et nous ouvrirons, non pas la route de la soie, mais la route du bœuf. Et ça sera très important pour l'élevage bovin français, mais y compris pour la Chine, parce que la grande différence qu'il y a entre nos 2 pays, c'est qu'il y a un point sur lequel nous ne transigerons jamais et que nous voulons tenir, c'est notre indépendance et notre souveraineté alimentaire. Et la France est indépendante de façon alimentaire, une souveraineté alimentaire, ce qui n'est pas le cas de la Chine. Donc il y a encore des gros marchés dans ce secteur-là. Et puis il y a le sujet du porc, qui est très important. Là, ça vous concerne particulièrement, ça concerne la Coperne, avec les difficultés qu'il y a sur la peste porcine africaine qui touche la Chine, qui touche une partie de l'Asie, qui touche la Belgique, mais qui ne touche pas la France. La France est totalement indemne. Et donc, il faut que nous faisions comprendre aux autorités françaises que parce que la France est indemne, alors le porc français peut venir en Chine. Et tout ça, ça fait partie des négociations administrativo, bureaucratico, politico, je ne sais pas quoi. Mais enfin, il faut que nous avancions dans cette direction. Et enfin, le 3e sujet que nous avons sur l'élevage, c'est la volaille, où parce qu'il y a eu l'influenza aviaire dans les Landes, dans une partie du Gers et des Pyrénées-Atlantiques, il y a de cela maintenant 2 ans, je crois, eh bien, l'importation était terminée, alors que la France, là aussi, est déclarée indemne des gros risques pathogènes et qu'à partir de là, il n'y a pas de raison, qu'il n'y a aucune raison pour que la volaille française ne puisse pas venir à nouveau en Chine. Toujours par rapport au même sujet. Et le 4e point sur lequel nous sommes en discussion, c'est celui des vins et spiritueux, de la vigne et du vin, dans la mesure où les Français, bien sûr, et vous êtes des grands consommateurs de vin, les Chinois aussi, et nous avons besoin de continuer à augmenter notre exportation, notamment sur les indications géographiques sur lesquelles les Chinois ne sont pas en phase avec les indications européennes. Donc tout cela fait que nous avons d'excellentes relations avec la Chine, que nous avons des marchés importants dans l'agriculture et dans l'agroalimentaire, et qu'il faut encore faire quelques petits réglages fins, quelques petites ouvertures afin d'avancer. Hier, nous avons assisté au discours du président chinois qui a confirmé, c'était une intervention importante. Ceux qui s'attendaient à ce qu'il y ait des annonces, des révélations sont restés sur leur faim, mais enfin, il était bien évident que ça n'allait pas se passer comme ça. L'ouverture continue à être
à être annoncées. La Chine, dans les 20 ans qui viennent ou 25 ans qui viennent, veut acheter pour 30 000 milliards de dollars, une fois 30 000, une fois 10 000 milliards sur les produits manufacturés, sur les services. Ben, profitons-en, mettons-nous là-dedans. On verra bien comment les choses avanceront, mais profitons-en et mettons-nous là-dedans. Donc, c'est dans ce cadre-là, européen, mondial, excusez-moi d'être un peu long, je conclus, que les États généraux ont eu lieu l'année dernière. C'était une réussite absolument formidable. J'ai d'autant plus de facilité de le dire, je suis absolument pour rien. Donc, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça a été une réussite et que ça a si bien marché. Donc, ça a mis en place toute la communauté française qui s'intéressait à cela, les professionnels, les syndicats, les ONG, les structures, le monde économique. Bref, tout le monde s'est mis autour de la table en disant on ne peut pas continuer comme cela dans la mesure où il y a un problème dans la chaîne globale. Et je vous confirme, il y a un problème dans la chaîne globale. Parce qu'il y en a au milieu qui se graissent. Il y en a qui crèvent la dalle, ce sont les paysans. Et il y en a qui sont pris pour des charlots, ce sont les consommateurs. On ne peut pas expliquer à des gens qu'on peut acheter une côte de porc, 2 côtes de porc pour le prix d'une. Donc on peut faire de telles ristournes que si on met à l'unité, on se dit mais c'est même pas le prix de l'eau qui est versée dans le champ pour faire pousser le produit, quoi. Donc ça, c'est pas possible. Donc à un moment, il faut que les grandes surfaces comprennent qu'elles ne peuvent pas prendre notamment une qui a encore fait de la publicité hier dans la presse française, qui ne peuvent pas prendre les consommateurs en otage. Et moi, je vous le dis, je ne laisserai pas faire cela. Et j'aurai une parole au nom du gouvernement très forte, très forte. Parce que faire croire aux consommateurs français que les agriculteurs font des mauvais produits et du coup qui sont beaucoup trop chers, faire croire aux Français que ce sont les industriels, les coopératives, les transformateurs au milieu qui s'engraissent et faire croire aux consommateurs que seuls les GMS sont capables de vendre des produits à des prix défiant toute concurrence, non, ce n'est pas possible. Donc il va falloir changer cela. Et les États généraux, un des points des États généraux, c'était cela. Je vais prendre des ordonnances dans les semaines qui viennent sur les promotions, sur les prix anormalement bas. C'est dans la loi sur les États généraux. Ces ordonnances seront prises et je pense qu'il faut avancer. La plupart des GMS jouent le jeu ou sont en train de jouer le jeu. Il y en a une qui pose un peu plus de soucis que d'autres. Mais enfin, nous regarderons comment ça. Mais je peux vous le dire qu'il faut que ce soit du gagnant-gagnant, du win-win. Ce n'est pas possible que ce soit les uns qui se fassent avoir par rapport aux autres. Et ça, moi, je ne laisserai absolument pas faire. Ensuite, la France veut être le leader européen au niveau des bonnes pratiques. Moi, j'évoquais rapidement les phytos tout à l'heure. Ce n'est pas dans la loi Egalim, mais c'est un paquet global. Moins 25% en 2020, moins 50% en 2025, c'est absolument indispensable. L'apport de produits de qualité ou bio dans la restauration scolaire dès 2020. Bref, une volonté à la fois de continuer à ce que la ferme France se développe et essaye de prendre des parts de marché à l'extérieur, soit sécure et tracée et permettre de nourrir la population française. Et en même temps, que nous répondions aux questionnements sociétaux, aux questionnements des Françaises et des Français, des Européens, des gens du monde, qui ont une exigence aujourd'hui qui est supérieure à celle qui était hier. Donc voilà, mesdames et messieurs, je ne sais pas si j'ai répondu à vos interrogations, à vos souhaits, mais je crois que maintenant, il y a un temps d'échange et je suis prêt à répondre avec mes collaborateurs, les directeurs d'administration centrale, l'ambassadeur, les conseillers agricoles, vous dire que la France a une grande ambition. Cette ambition, c'est celle de continuer à rayonner dans le monde, à rayonner par sa diplomatie, à rayonner par ses échanges économiques, à rayonner par sa culture, mais à rayonner par ses bonnes pratiques. Nous devons être exemplaires. L'exemplarité fait partie des orientations de l'État français et du gouvernement. Nous devons être exemplaires dans nos comportements, exemplaires dans nos pratiques, exemplaires dans notre façon d'aborder les sujets avec nos partenaires européens, avec nos partenaires mondiaux et particulièrement avec la Chine. Nous ne sommes pas là pour imposer quoi que ce soit, mais nous sommes là aussi pour nous faire respecter. Nous ne sommes pas là pour dire nous allons vous faire avaler notre modèle, à vous les Européens, puisque le modèle français il est le meilleur, non.
On a à apprendre de ce qui se passe ailleurs. Mais nous voulons aussi dire fort de nos convictions que ce que la France amène à l'échelle de l'Europe, sans avoir la grosse tête et sans vouloir en rajouter, doit compter dans les discussions qui viennent. Donc, ça pour dire que la feuille de route est forte de notre pays. Je pense que notre pays peut continuer à être un modèle en Europe. C'est l'enjeu des 6 mois qui viennent. Que notre pays peut être un modèle pour son agriculture, c'est l'enjeu de toute une vie, parce qu'il n'y a pas de séquence, ce n'est pas un ministre qui passe, puis il y en a un autre après, peu importe. Ce qui compte, c'est la trajectoire complète. Et cette trajectoire, elle est simple. C'est que les agriculteurs vivent de leur travail le mieux possible, en inversant la construction des prix. Deuxièmement, que l'ensemble des interprofessions et des filières se responsabilisent sur les bonnes pratiques, moins d'intrants, moins de phyto. Le président de la République a annoncé la fin du glyphosate en fin 2020. Il n'y aura plus du glyphosate en 2020. Et puis, en dehors de ces bonnes pratiques, que les responsables de coopératives, les responsables agricoles se prennent en main pour dire nous devons avancer, parce que si nous n'appuyons pas sur l'accélérateur, non seulement nous nous ferons doubler, mais nous serons rétrogradés, parce que la demande sociétale, la demande de nos concitoyens est tellement forte que non seulement il faut y répondre, nous ne sommes pas là pour répondre uniquement à la demande des citoyens, ça s'appelle le populisme, mais il faut la dépasser, il faut nous projeter à l'avant pour dire quelle société voulons-nous demain et quelle agriculture et agroalimentaire voulons-nous demain. Ben ça, c'est notre travail à tous, donc merci à vous. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, Monsieur l'Ambassadeur, c'est un immense honneur pour notre groupe de travail de vous accueillir aujourd'hui et c'est un grand plaisir pour moi de m'adresser à vous ce matin et de vous souhaiter la bienvenue à Shanghai. Donc, tout d'abord, je veux m'introduire. Je représente la grande distribution. Je travaille pour le groupe Carrefour. Je suis en charge de la sécurité alimentaire et de la qualité pour Carrefour Chine. Je suis également en charge de la sécurité alimentaire pour l'association chinoise des grands distributeurs et de la franchise, et également en charge de la sécurité alimentaire pour le Global Food Safety Initiative, qui représente l'ensemble des industriels majeurs au niveau monde et également au niveau de la grande distribution. Par ailleurs, j'étais auparavant en charge du club agro pour la Chambre de commerce européenne et j'ai pu à de nombreuses reprises m'exprimer au nom de ces entreprises européennes à Pékin, mais également de nombreuses informations ont été relayées à Bruxelles. Donc, Monsieur le Ministre, votre présence aujourd'hui en ces lieux témoigne de l'intérêt que vous portez à nos activités du groupe agro et à notre groupe de travail. Véritable plateforme des entreprises françaises, de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire française basée en Chine. De nombreux intervenants du monde agricole, de l'industrie et de la grande distribution sont impliqués quotidiennement dans ce projet. Et je souhaitais également remercier l'ambassade de France qui est un soutien permanent à ce projet. Le gouvernement, lors de la mise en place des États généraux, a souhaité associer l'ensemble des parties prenantes à la rénovation des relations économiques de la filière alimentaire, ainsi qu'à la définition des objectifs d'une politique de l'alimentation ambitieuse. Cette nouvelle politique gouvernementale est structurée sur 3 axes. Le premier axe, comme vous l'avez mentionné, c'est assurer la souveraineté alimentaire de la France. Le deuxième, c'est comment promouvoir des choix alimentaires favorables pour la santé et respectueux de l'environnement. Et enfin, le troisième axe, réduire les inégalités d'accès à une alimentation et de qualité durable. Je vais reprendre point par point et voir comment notre groupe se situe dans ce contexte. Aujourd'hui, pour assurer la souveraineté alimentaire de la France, un des points clés, c'est l'export. Nous aidons, au travers de notre groupe, à développer, à promouvoir l'excellence agricole alimentaire dans le monde ouvert qui est le monde chinois et valoriser l'image de la France. Notre deuxième point, promouvoir des choix alimentaires favorables pour la santé et respectueux de l'environnement. Comme vous l'avez mentionné précédemment, la problématique des phytosanitaires, la problématique également pour nous des additifs alimentaires. L'intérêt pour nous est de travailler sur des normes, sur des standards européens qui seront plus stricts au niveau de ces additifs et ceci nous permettra de passer les barrières douanières. L'intérêt pour nous est d'étoffer notre offre alimentaire française en Chine, que ce soit pour les importateurs, pour les industriels, mais également pour les distributeurs, afin d'avoir une offre plus étendue.
Enfin, dernier point, et vous avez insisté sur ce point-là, l'aspect des consommateurs. Comment réduire les inégalités d'accès à une alimentation de qualité durable? Aujourd'hui, en Chine, la principale préoccupation des consommateurs est la qualité et la sécurité alimentaire. Chaque fois qu'un consommateur achète un produit alimentaire, il se préoccupe tout d'abord de savoir est-ce que ce produit est sain pour moi et ma famille. La problématique de prix est bien loin dans les enquêtes consommateurs. C'est pour cela que nous devons travailler sur l'amélioration des informations pour les consommateurs au niveau des produits. Et dans ce sens, nous avons organisé avec l'ambassade, lors du mois franco-chinois de l'environnement, un séminaire sur la nutrition avec les autorités chinoises. Lors de ces séminaires, nous avons eu un retour très positif des autorités par rapport à l'ensemble des actions menées en France sur la communication sur les produits, notamment le développement du Nutri-Score, l'application Yuka, de nombreuses technologies et de nombreux développements en France sont aujourd'hui des points d'intérêt pour les autorités chinoises. Donc, dans ce cadre-là, vous pouvez le voir, Monsieur le Ministre, notre groupe s'engage et est fier de travailler sur la plateforme de Shanghai pour participer à l'ensemble de la transformation de la filière alimentaire. Et nous sommes fiers de vous présenter nos actions aujourd'hui dans ce groupe de travail. Je vous remercie. Alors, on m'a également demandé d'animer ensuite la partie questions-réponses. Donc, la première question me revient de droit. Un des points forts, c'est le développement à l'export. Donc, la France est vraiment un pays important en termes de l'export alimentaire. Nous avons pu voir lors de ce salon, mais également lors du salon du CIAL au mois de mai, qu'il y avait un attrait très important des entreprises chinoises pour importer des produits alimentaires français. Ça, c'est un point. Mais il y a également toute la partie technologique et la partie nutrition. La France est en avance aujourd'hui sur ce sujet-là. Les autorités chinoises sont demandeuses. Les autorités chinoises souhaitent collaborer avec nos entreprises sur la partie nutritionnelle. Donc aujourd'hui, ma question, comment vous pouvez nous aider? Comment pouvez-vous nous aider à déployer cette expertise française qui est reconnue, qui est une expertise reconnue dans le monde sur la nutrition et nous aider à déployer un système qui fonctionne et qui est performant en France, en Chine?